Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne et aujourd'hui je donne la parole à mes abonnés. Je fais ce podcast en live sur TikTok et je propose à mes abonnés de me poser leurs questions sur la santé mentale, sur le parcours de psy, sur comment choisir son psy, comment gérer l'anxiété, la dépression, comment arrêter de procrastiner et j'en passe. Alors surtout, restez sur cet épisode. Je me réjouis de vous faire découvrir ces questions-réponses. Et puis si vous souhaitez participer, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte TikTok. Vous tapez Julien Borloo, vous me trouverez et régulièrement je fais ce genre de live. Sur ce, bonne écoute. Sandy qui dit « Grâce à vous, j'ai sauté le pas pour aller traiter mon traumatisme post-accident. Ici, c'est Paris. » Bah écoute, ça me fait super plaisir de recevoir ce genre de message parce que une de mes missions en étant aussi présent sur mon podcast, sur mes réseaux sociaux, c'est justement de dédramatiser, de démocratiser l'image du psychologue. Et si je peux inciter des gens à aller consulter, alors qui viennent chez moi, c'est super, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'envoient souvent des messages pour me dire, voilà, ce genre de message, grâce à toi, j'ai osé contacter un psy et demander de l'aide. Et bien pour moi, c'est hyper précieux et ça me fait super plaisir parce que je me dis que voilà, j'ai réussi à casser une barrière et ça fait hyper plaisir. Donc merci. Alors, salut, j'ai une grande période d'hémétophobie qui me fait faire des crises tous les jours. Je ne sais plus quoi faire, j'ai déjà tout essayé. Alors, je ne sais pas ce que tu entends par « j'ai déjà tout essayé ». L'hémétophobie, donc c'est la phobie de vomir ou de voir quelqu'un vomir. Ça fait partie de la famille de toutes les phobies qui sont essentiellement dans des troubles liés à de l'anxiété, qui peuvent survenir de différentes manières. Ça peut survenir après un traumatisme, et puis on peut créer une phobie suite à un événement traumatique, par exemple, où on a vomi, où on a vu quelqu'un vomir qui nous a fait paniquer, et puis ça se répète. Mais les phobies, ça peut aussi arriver d'autres manières. Ça peut être simplement des symptômes aussi d'une anxiété qui est produite par quelque chose d'autre. Donc, si tu souffres de phobie, je peux que t'encourager à faire appel à un psychologue, à un psychothérapeute. Les formations de TCC, par exemple, sont très efficaces par rapport aux phobies, donc je t'encourage à consulter. Bonsoir, mauvaise nouvelle suite à des résultats de ponction de PMA, donc procréation médicalement assistée. Comment remonter la pente ? Je suis effondré. Écoute, je suis désolé pour ces résultats déjà. Et puis, ce que tu es en train de vivre, c'est l'exercice qu'on doit vivre tout au long de notre vie, d'arriver à faire le deuil de notre idéal et d'accepter que la vie, elle ne nous apporte pas exactement ce qu'on avait prévu dans notre script, dans notre plan de vie initial. Ça, c'est quelque chose auquel on est confronté tous les jours de manière plus ou moins forte. Tous les jours, on a des petites déceptions par rapport au plan qu'on avait. On se rend compte que ce n'était pas comme ça finalement que ça se passe. Alors là, je parle de déception, mais on peut le voir aussi d'une autre manière et puis de chercher à voir justement qu'est-ce qu'il y a à apprendre dans cette expérience et de voir que notre plan de vie, finalement, ce qui le rend beau, c'est aussi sa flexibilité. Il y a des fois des choses à accepter qui ne sont pas faciles. Là, si c'est faire le deuil d'un enfant, d'une parentalité, c'est quelque chose en effet qui remet beaucoup de choses des fois en question par rapport au chemin de vie qu'on a et à comment on s'était produit. Il y a des émotions difficiles à accueillir, donc ça, c'est normal et il faut les accueillir. La tristesse, ça fait partie de tout deuil ou de toute acceptation. Par contre, tout chapitre qui se clôt, ça ouvre la porte à un autre chapitre. Chaque opportunité
l'on rate ou qui se ferment ouvre d'autres opportunités. Et plus on va réussir à se remettre au moment présent et à se dire ok, en fait, me voici là. Peut-être c'est pas là où je pensais être, c'est peut-être pas la destination qui me convient le mieux, mais j'y suis. Alors qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant qui serait le plus juste, qui me ferait le plus de bien? Bonsoir. En expliquant un événement traumatisant, ma psy m'a dit qu'elle avait de la peine à me croire. Est-ce grave de sa part? Alors, moi, je trouve ça étonnant en tout cas, parce que si c'est un mensonge, admettons que tu mentes à ta psy, tu mens pour une raison. Et donc, d'y aller frontalement comme ça en disant « je vous crois pas, c'est faux », moi, je verrais pas trop l'utilité parce que si tu mens, c'est que il y a quelque chose que tu cherches à cacher et puis que c'est quelque chose qui est difficile. Donc, il faudrait plutôt travailler autour de ça pour t'amener à plus de sincérité. Et puis, si tu mens pas, si tu racontes vraiment un événement traumatisant, comme ça a l'air d'être le cas, eh bien, c'est extrêmement blessant. Et pour quelqu'un qui fait l'effort de raconter un événement traumatique, ce qui demande du courage, c'est pas évident de se confier à quelqu'un qu'on connaît pas ou qu'on connaît juste dans un cadre thérapeutique. Et si la réponse c'est non, je te crois pas, en effet, ça n'a pas des effets super sur la thérapie parce que ça va pas t'encourager à davantage te livrer. Donc, est-ce que c'est grave ? Je ne sais pas si c'est grave. En tout cas, je pense que ce n'est pas très constructif dans le processus thérapeutique. Et je t'encourage à en parler avec ta psy de comment tu t'es senti, de comment ça te fait sentir quand elle te dit ça. Parce que nous, les psys, on peut facilement exprimer ce que ça nous fait ressentir quand la personne nous dit quelque chose. Mais il ne faut pas hésiter à faire de même. Si votre psy vous dit quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de le dire. Vous ne devez pas dire oui, amen à tout. Toutes ces interprétations, toutes ces hypothèses, elles ne sont pas forcément justes. Et c'est vraiment un échange, une thérapie. Et ça peut même devenir un débat. Donc n'hésite pas à lui dire c'était pas forcé d'annuler ta prochaine séance ou de casser la relation thérapeutique, parce que dans certaines thérapies, ça peut arriver d'avoir des accros avec son psy. Des fois, c'est même nécessaire, mais c'est important de pouvoir parler de ce que tu as ressenti à ce moment-là. Et c'est vrai que la première qualité d'un psy, ça doit être d'être bienveillant, d'être non jugeant. Et donc, le fait de te dire « je ne te crois pas », c'est assez jugeant et du coup, c'est pas ce qu'on va chercher chez un psy. Alors, je suis angoissé chaque jour, plusieurs traumatismes, mais même quand je n'y pense pas, ça me fait quand même des crises d'angoisse. Comment soigner ça ? Alors à nouveau, ma réponse, ça va être d'aller suivre une thérapie, surtout si c'est des événements traumatiques, quelque chose... de suivre une thérapie avec quelqu'un qui a des connaissances en psychotraumatologie, parce que des traumatismes, alors ça peut être un accident, ça peut être un abus, ça peut être de la violence, ça peut être aussi des choses beaucoup plus larges. Une opération sous anesthésie, ça peut être vécu par notre système nerveux comme un traumatisme. Parce que le traumatisme, qu'est-ce que c'est finalement ? C'est notre système nerveux qui reste en état d'alerte, comme s'il était resté dans la situation initiale qui a causé le traumatisme. Donc, bien sûr qu'on n'est plus dans la situation, donc l'alarme ne devrait plus se réactiver. Par contre, notre système nerveux il a été activé tellement fort qu'il surréagit à cette situation. Et donc, c'est nécessaire d'aller calmer ce système nerveux. Ça peut être à travers des thérapies aussi somatiques, parce que ça peut être à travers de la méditation, de la sophrologie, de la relaxation, ça peut être des massages, n'importe quoi qui va aller calmer le système nerveux pour qu'ensuite les pensées, les souvenirs, les images puissent s'archiver. Et si on devait prendre une image, quand on subit un traumatisme et que ça se répète par des crises d'angoisse par la suite, c'est un peu comme s'il y avait un incendie.
il y a l'alarme incendie qui sonne. Et puis après, c'est comme si cette alarme, elle devenait hypersensible. Et que du coup, elle sonnait plus quand il y avait vraiment un incendie, mais dès qu'il y avait un petit changement de chaleur, paf, elle se réactive. Eh bien, ça, c'est des signes en effet qu'on a vécu des traumatismes et qu'il va falloir calmer notre système nerveux. Alors Malia qui me dit pas que les TCC, s'il vous plaît. Non, alors il n'y a pas que les TCC comme approche psychothérapeutique. Après, c'est une approche où il y a beaucoup de recherche, de littérature, d'expérience qui valide en fait certains protocoles, contrairement à d'autres approches qui sont peut-être moins bien documentées. Mais évidemment, il faut trouver l'approche qui vous convient. Il peut y avoir des approches plus d'hypnose, de EMDR. Si vous êtes dans des choses psychotraumatologiques, ça peut être des bonnes approches. Il y a les thérapies systémiques. Si vous travaillez au sein d'une famille, au sein d'un système, ça peut être des super approches. Thérapie centrée sur la personne. Il y a toutes les approches de coaching. Les approches de coaching, c'est créé par des psychothérapeutes à la base. Donc, c'est des approches qui sont validées. C'est pour ça que je me suis formé au coaching et à l'hypnose. Donc, évidemment, il faut trouver l'approche qui convient le mieux à votre problématique, à vous, à votre personnalité, puis trouver le thérapeute qui vous convient aussi. Parce qu'il y a l'approche, mais il y a aussi la personne. Et puis, une des choses qui est la plus importante avec un psychologue, eh bien, c'est le feeling que vous allez avoir avec. Quand on regarde les études d'efficacité des techniques, eh bien, le facteur principal qui va garantir la réussite d'une thérapie, c'est le feeling que vous avez avec le thérapeute. On appelle ça l'alliance thérapeutique. Donc, ça intervient à peu près à 50% sur l'efficacité de la thérapie. Donc, vous pouvez avoir un thérapeute super doué. Si vous ne vous entendez pas bien avec, vous perdez 50% d'efficacité. Et puis l'inverse est vrai aussi. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est beaucoup moins expérimenté, beaucoup moins doué, mais si vous avez une super alliance avec, eh bien, vous aurez 50% déjà du travail qui sera fait. Alors, comment apprécier sa propre personne pour ne pas devoir dépendre de la présence des autres ? Super question. Comment est-ce qu'on apprend à vivre seul en fait, et sans être constamment en dépendance ou en présence d'autres personnes? Ça va chercher des questions d'estime de soi, comment on arrive à se valoriser, à se complimenter, avoir la valeur, à être fier de ce qu'on fait, de ce qu'on est, sans avoir un feedback d'autrui. Eh bien, ça demande de passer du temps seul. Ça demande aussi de chercher à valoriser ce qu'on fait, qui on est, tout ce qui nous constitue. Donc ça, c'est vraiment un apprentissage. On va aller se complimenter, chercher à la fin de la journée de quoi on peut être fier, se demander qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui dont je peux être fier, quelles ont été les réactions dont j'ai été content, voir toutes les choses qu'on fait bien, notre manière d'être, de valoriser ça. Eh bien, ça va nous apprendre à vivre seul avec nous-mêmes, avec nos pensées, avec nos émotions, à nous valider et à nous valoriser. Et donc, ensuite, on pourra être en relation avec les autres sans être dépendant de leur regard, de leurs compliments. Ça va aussi pour les prises de décision. Il faut apprendre à prendre des décisions seul, parce que si on est tout le temps en train de demander l'avis des autres, eh bien, on ne peut pas gagner en confiance en soi. On ne peut pas construire cette confiance dans notre opinion, dans nos prises de décision, si on fait toujours intervenir quelqu'un d'autre dans le processus. Donc, ça demande en effet d'aller contre la peur de faire faux, de se dire qu'on peut se faire confiance et que de toute façon, c'est à nous de prendre nos décisions parce qu'il n'y a que nous qui allons subir les conséquences positives ou négatives de nos choix. Et donc, il n'y a aucune personne qui est mieux placée que vous pour savoir quelle décision vous devez prendre ici et maintenant. Alors, il y a plusieurs questions sur les troubles de la personnalité, borderline ou comme ça. Je ne vais pas répondre à ces questions-là parce que je ne suis pas du tout un spécialiste des troubles de la personnalité. C'est des troubles qui sont aussi
très particuliers qui peuvent être vraiment remis en question. Il y a souvent des différences dans les diagnostics. Donc, je vais pas prendre ces questions-là parce que je me considère pas expert dans les troubles de la personnalité. Bonsoir, comment réussir à catalyser un surdoué pour les aider à réaliser leur potentiel ? Alors, pour la question des surdoués, autrement dit des hauts potentiels, des HP, ça c'est une question, il faut en fait, il y a tellement de fausses croyances par rapport au haut potentiel que ça en devient grave. En fait, il faut comprendre que toutes les théories qui ont été créées sur les hauts potentiels, comme quoi le fait d'avoir un haut potentiel intellectuel, c'est-à-dire un QI plus élevé significativement que la moyenne, eh bien, il y a un mythe sur le fait que c'est une source, que c'est un inconvénient, que ça amène plein de problèmes, qu'il y aurait une pensée en arborescence et que du coup, on n'arrive pas à canaliser nos pensées, que du coup, on s'ennuie et qu'on se sent incompris, que les HP seraient plus anxieux, qu'ils auraient plus de problèmes sociaux, qu'ils se sentent à l'écart, etc. Tout ça, c'est des mythes. C'est des mythes qui ont été créés à partir de livres écrits par des journalistes qui n'y connaissaient rien sur les hauts potentiels, qui n'ont pas fait d'études scientifiques là-dessus. Et donc, malheureusement, dans la culture psychopop, eh bien, ça s'est en fait propagé à tel point que maintenant, il y a plein de psychologues qui croient à ça, qui ont même un business fleurissant parce qu'ils font passer des tests de QI. C'est très lucratif, voilà, ça permet de remplir son cabinet. Mais en fait, si on se penche sur la littérature scientifique, eh bien, on se rend compte qu'en fait, ces concepts de pensée en arborescence ou de pensée différente des HP, en fait, ça n'est prouvé par rien du tout. Et qu'en fait, si on regarde la littérature scientifique, c'est-à-dire des méta-analyses, des analyses sur de multiples sujets, eh bien, on se rend compte qu'en fait, être haut potentiel, eh bien, c'est un avantage à tous les niveaux. Et on se rend compte que les hauts potentiels, eh bien, ils ont plus de facilité à l'école, ils ont plus de succès dans leur carrière, que ce soit académique ou professionnelle, ils ont plus de relations sociales. Donc, être HP, c'est uniquement déjà une mesure de QI et c'est un avantage à tous les niveaux. Maintenant, dans cette culture pop et tous ces mythes par rapport au potentiel, eh bien, ça a eu beaucoup de succès parce que c'est beaucoup plus facile à entendre pour un parent que son enfant a plein de problèmes et que ces problèmes ils sont dus au fait qu'il est trop intelligent. C'est plus facile à entendre ça que d'aller chercher les vraies problématiques qui pourraient être dans la famille, dans le système familial, l'éducation, la manière d'interagir, qui pourraient être dues à des déficits ailleurs, à un manque d'estime de soi, à une anxiété, etc. Mais ça, c'est pas forcément facile à entendre en tant que parent. Et donc, les psychologues ou autres praticiens qui propagent l'idée que si votre enfant a tous ces problèmes, c'est parce qu'il est trop intelligent, ça marche bien. Mais c'est très dommageable, malheureusement. Donc, la première chose pour catalyser un surdoué à réaliser son propre potentiel, c'est d'arrêter de lui mettre de la pression pour qu'il réalise absolument son potentiel. Parce que qu'est-ce que ça veut dire réaliser son potentiel ? On ne sait pas. Donc, c'est simplement de le laisser vivre. Et puis oui, il a une intelligence supérieure, mais ça ne veut pas dire qu'il doit faire des choses mieux, plus grandes, plus vite. Voilà, c'est simplement de le laisser vivre sa vie d'humain normalement. Et il faut comprendre aussi que ces mythes sur les HP, eh bien, ça a été construit sur en fait un biais de sélection. Parce que les psychologues qui sont tombés un peu dans ce piège de oui, il y a des correspondances entre des HP et des problématiques, en fait, c'est juste qu'ils se basaient sur les HP qu'ils voyaient en cabinet. Donc, ils avaient des personnes qui venaient consulter parce qu'ils avaient des problématiques et qui se trouve qu'ils étaient surdoués.
Et ben, du coup, ils ont associé les deux. Sauf que dans la nature, il y a des millions de personnes qui sont à haut potentiel et qui vont très bien. Donc, ça a été un biais comme ça de sélection qui a créé aussi ces mythes. Alors, quand je dis ça, souvent je le dis déjà au téléphone quand on commence à me contacter en me disant « Mon fils est HP, voilà, il a tel et tel problème ». Je parle tout de suite de ça et souvent c'est très mal pris parce qu'évidemment, tout d'un coup, il faut se remettre en question. Donc, je pense que vraiment, il faut qu'on parle plus de ça. J'ai entendu un podcast qui parlait de ça. C'est la psychologue Caroline Goldman. Je vous encourage à écouter son podcast qui parle bien de ce mythe sur les HPI. Il y a d'autres psychologues. Il y a Patrick Santi qui est en Suisse, qui a fait un superbe travail de scientifique là-dessus. Une superbe étude. Donc voilà, je pense qu'on mériterait que des professionnels, des psychologues vraiment parlent un peu plus de ça pour démystifier en fait tout ça. Et puis que les gens qui ont un business qui tourne grâce à ça, peut-être trouvent autre chose. Voilà mon avis. Gabriella qui dit « Comment travailler la confiance en soi ?» Alors la confiance en soi, il faut se rappeler que c'est un sentiment de compétence. Donc avoir confiance en soi, c'est avoir la croyance intime qu'on a la capacité de se débrouiller, de s'adapter et de développer des compétences. Et donc, comment on développe sa confiance en soi ? C'est pas en se faisant tout beau ou en allant au fitness pour avoir une belle carrure. Ça se joue pas dans l'apparence, la confiance en soi. Ça se joue dans avoir des expériences qui nous prouvent qu'on est capable de passer d'un niveau 0 à des compétences. Donc ça peut être n'importe quoi. Vous ne savez pas danser, vous allez prendre des cours de danse. Vous voyez qu'en 3 mois, vous passez de quelqu'un qui est complètement désarticulé à savoir danser la salsa. Et ça vous apprend que si vous mettez le temps, l'énergie, vous avez la capacité de progresser. Et ça, c'est la base de la confiance en soi. Donc plus vous répéterez des expériences où vous vous exposez à l'échec, où vous voyez que l'échec, c'est simplement une étape d'apprentissage, et que vous progressez avec votre temps, votre énergie, là, vous aurez une confiance en vous magnifique. D'ailleurs, pour ceux qui sont dans le live, Paul Simard, qui est psychologue au Québec, on va faire bientôt une petite interview. Donc, je vais l'inviter sur mon podcast. Je me réjouis déjà. Donc voilà, ça c'est le petit spoiler, la petite exclue. Comment s'en sortir de la procrastination ? La procrastination, il peut y avoir plein de causes. Ça peut très souvent être un problème de gestion de l'anxiété. C'est-à-dire qu'on a une tâche à faire, on a tout d'un coup de l'anxiété parce qu'on a peur qu'on ne réussisse pas la tâche ou bien on ne sait pas comment s'y prendre ou c'est une tâche qui nous fait peur. Et puis, le fait de la remettre à plus tard, c'est une façon d'apaiser l'anxiété. Ça peut être aussi en lien avec l'estime de soi. Parce que si on lie notre estime de soi à nos performances, en effet, toute tâche, toute situation de performance va être anxiogène et à nouveau, on va de plus en plus la mettre à plus tard. Alors, on peut travailler sur l'estime de soi, on peut travailler sur la gestion de l'anxiété pour que sur le moment où ça augmente, on soit capable de l'apaiser et de se mettre à la tâche. Mais il y a aussi toutes les manières de travailler sur l'organisation. C'est-à-dire, ça va être plus facile de ne pas procrastiner si on sait clairement ce qu'on a à faire, quand on doit le faire, qu'on a l'espace mental, temporel, les ressources pour le faire. Ça, c'est toutes des choses qui vont améliorer la procrastination. Et donc, une fois qu'on combine le tout, on peut vraiment faire des progrès là-dedans. Je vois beaucoup de TikTok sur la blessure d'abandon, mais aucune réponse concrète sur comment la guérir. Avez-vous des exercices pour ça ? Alors déjà, moi je proposerais de bannir le mot blessure lorsqu'on parle d'un événement psychique, parce que c'est pas une blessure. Déjà, le fait de voir ça comme une blessure, on a l'impression qu'on a un truc qui suppure, qui est infecté, qui fait mal.
Donc déjà d'enlever cette image-là. On peut parler peut-être de sensibilité émotionnelle ou de sujets sensibles pour nous. Alors comment est-ce qu'on peut travailler la blessure ou la sensibilité à l'abandon ? Eh bien, en devenant le parent dont on aurait eu besoin. Je m'explique. On va guérir la peur de l'abandon, qui est une peur généralement enfantine. C'est normal quand on est enfant d'avoir peur d'être abandonné parce que quand on est enfant, on ne peut pas se débrouiller seul, on ne peut pas survivre seul. Et donc, on a besoin de quelqu'un qui est là pour nous nourrir, qui est là pour nous rassurer. Et puis en grandissant, si on a un parent qui est adéquat, qui nous apporte tout ce dont on a besoin, eh bien petit à petit, on arrive à intérioriser ça et à s'auto-rassurer. Il y a des personnes qui n'ont malheureusement pas eu cette chance et donc qui ont un retard dans leur développement émotionnel, si on veut, à l'âge adulte. Donc, une fois qu'on est adulte, il y a une phrase de Richard Bandler, qui est un des fondateurs de la PNL, qui dit « Il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse ». Et donc, c'est important de faire ce qu'on appelle du reparentage. Et donc, en tant qu'adulte, quand on sent qu'on a ces douleurs en nous, ces émotions fortes qui s'activent quand on se sent abandonné, eh bien, d'imaginer que ce n'est pas nous en tant qu'adultes qui vivons ça, mais c'est nous en tant qu'enfants. Et de s'imaginer, nous, l'enfant, qui n'a pas été rassuré suffisamment, dont on n'a pas suffisamment pris soin, ou pas de la bonne manière. Et puis, imaginer qu'on parle à cet enfant-là, qu'on le prend dans nos bras, qu'on lui parle, qu'on lui dit « ça va aller, je suis là, t'inquiète pas, tout va bien, tu es aimé, je t'aime, je prends soin de toi, etc. » Ça peut paraître un peu loufoque comme exercice, mais plus on va le pratiquer, plus on va être capable de s'auto-rassurer et ensuite à nouveau de laisser s'apaiser simplement ses émotions. Schwabi, bonjour. Connaissez-vous l'approche du somatic experiencing ? Alors oui, je connais cette approche, j'y suis pas formé, j'ai lu un bouquin là-dessus. Je trouve ça super intéressant. Le somatic experiencing, en fait, ça part de l'observation des animaux. Les animaux, ils ne souffrent pas de stress post-traumatique. Vous savez pourquoi ? Eh bien parce que quand une gazelle, par exemple, se fait courser par un lion, elle a peur quand elle voit le lion. Première réaction, elle va fuir. Et puis, des fois, elle se fait attraper. Face au stress, on a 3 réactions. Soit on fuit, soit on combat, soit on se fige. Donc d'abord, elle va fuir. Ensuite, elle va se faire attraper. Et puis, elle va se figer. Elle va faire la morte. Et puis des fois, le lion, tout d'un coup, il doit partir. Et donc, ce figement, c'est une stratégie de survie. Mais ce qu'on voit, c'est que une fois que le lion part et que la gazelle, si elle n'est pas morte, elle se lève, elle va commencer à trembler vraiment hyper fort pendant quelques secondes ou quelques minutes. Et ça, c'est la façon de sortir du figement et d'évacuer toutes les hormones du stress qui ont été accumulées. Et ça permet d'évacuer justement ce stress. Ce qui va faire que l'animal ne va pas rester dans un stress post-traumatique car il a réussi à sortir du figement. Le somatic experiencing, ça part de là. Il considère que nos traumatismes, en fait, si on est traumatisé, c'est qu'on n'a pas réussi à sortir du figement lors d'un fort stress. Et donc, l'idée du somatic experiencing, c'est d'aller rechercher les sensations, pas de travailler trop au niveau mental, mais d'aller vraiment chercher dans les sensations du corps pour permettre de retrouver un sentiment d'action, de pouvoir sortir de notre figement, retrouver une activité et puis finalement sortir du traumatisme comme ça. Donc oui, moi je trouve ça super intéressant comme approche en tout cas. Est-ce que le trouble cyclotimique est bien connu et diagnostiqué en Suisse ? Alors je ne sais pas ce qu'il en est de la connaissance de ce trouble en Suisse. Le trouble cyclotimique, c'est comme un trouble bipolaire, mais de moins grande intensité. Donc le trouble bipolaire, c'est des phases de dépression qui s'alternent avec des phases qu'on appelle maniaques, c'est-à-dire on a une énorme activité, on a une fuite un peu dans les pensées, on est parfois logoréique, on va être débordé d'énergie. Et puis c'est des fluctuations comme ça qui sont
qui peuvent être très violentes. Le trouble cyclotimique, c'est quelque chose qui va moins dans les extrêmes, mais qui ressemble quand même à ça. Alors, est-ce qu'en Suisse, on est expert là-dedans? J'en sais rien. Je sais pas, je peux pas te répondre. Le trouble bipolaire, c'est un trouble qui met souvent longtemps à être diagnostiqué parce que justement, ça demande de voir plusieurs alternances de phases. Ça demande de voir des dépressions. Souvent, on va d'abord diagnostiquer ça sous dépression, puis finalement, on voit tout d'un coup que ça s'améliore. Puis, en fait, il faut plusieurs phases, donc ça peut prendre des années parfois pour diagnostiquer un trouble bipolaire. Et c'est important de bien le diagnostiquer parce que y a des traitements finalement qui marchent assez bien pour réguler l'humeur. Il y avait des traitements notamment au lithium. Et c'est vraiment quelque chose, il y a beaucoup de personnes maintenant qui arrivent très bien à vivre avec ce trouble-là. Alors, comment faire pour éviter que nos pensées nous impactent? Rumination, etc. Alors, pour éviter que nos pensées nous impactent, il faut arrêter de leur donner trop d'importance et de les nourrir. Il faut toujours se rappeler que nos pensées, elles n'ont de substance et de pouvoir que si on leur en donne. Notre esprit, il est plein de pensées, positives, négatives, neutres. Il y en aura toujours, c'est comme les nuages dans le ciel. Mais les nuages dans le ciel, vous regardez les nuages, vous dites « Ah tiens, il fait beau, ah tiens, il y a des nuages ». Vous n'êtes pas en train d'essayer d'effacer les nuages dans le ciel. Vous n'êtes pas en train de vous accrocher à un nuage, puis vous dire « Ah mais et si seulement ce nuage n'était pas là, il faut absolument qu'il disparaisse ». Non, vous le regardez, puis après vous passez à autre chose. Les pensées, c'est exactement pareil. Les pensées, vous pouvez les observer, vous pouvez vous dire « Ah tiens, là j'ai cette pensée. Ah tiens, là j'ai une pensée négative. » Mais ça reste des pensées, ce n'est pas des faits, ce n'est pas des réalités. Et il va falloir réussir à remettre l'attention sur ici, maintenant, qu'est-ce qui est important? Ici, maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ici, maintenant, où est-ce que j'ai envie de mettre mon attention? Et ça va être la plus grande compétence. Et puis d'éviter de nourrir ces pensées parce que plus on les considère comme des réalités, plus on va lutter contre et on ne peut pas lutter contre ces pensées. Donc voilà, simplement les observer comme des nuages et remettre votre attention là où elle est utile. Est-ce qu'un psychologue est forcément spécialisé pour les TCC? Absolument pas. Chacun choisit son approche. En fait, ça se passe comme ça dans les études. On fait un bachelor, un master en psycho, et puis à partir de là, on est psychologue. Et puis, il y a des personnes... Moi, je suis psychologue. Et après, j'ai choisi de ne pas faire des études post-grad. Donc, je me suis lancé à mon compte. Puis après, je continue à faire des formations. Et moi, je me suis après orienté vers des approches plutôt axées coaching et hypnose. Et puis, évidemment, je lis des choses dans toutes les approches, mais c'est principalement ça que je pratique. Il y a d'autres personnes qui vont faire une formation post-grad en psychothérapie. Et là, elles choisissent une approche particulière. Il y a des gens qui vont aller dans une approche psychodynamique, donc la psychanalyse. D'autres qui vont aller dans les TCC, thérapie cognitivo-comportementale. D'autres dans le somatic experiencing. D'autres dans l'approche centrée sur la personne. Sur la thérapie systémique. Et j'en passe. Donc, en fait, c'est simplement différentes approches qui sont très différentes les unes des autres. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a d'énormes différences au sein de la psychologie. Et si on a eu une mauvaise expérience avec un psychologue, en fait, il y a 1000 autres approches qui existent. Quel conseil peux-tu donner à quelqu'un qui est addict à la nourriture? Alors, bonne nouvelle, on est tous addicts à la nourriture parce qu'on ne peut pas vivre sans manger. Alors, je sais que ce n'est pas dans ce sens-là que va ta question, mais ça dépend de la cause. Mais très souvent, lorsqu'on voit des problèmes liés à la nourriture, c'est qu'il y a des problèmes au niveau de la gestion du stress, qu'il y a des problèmes au niveau de la gestion des émotions. Souvent, c'est des personnes qui vont peut-être pas avoir suffisamment de temps pour elles, qui vont pas s'accorder des moments plaisants au travers de loisirs, d'activités, etc. Et donc, on se récompense au travers de la nourriture. Donc, de développer, en fait, de prendre soin de son épanouissement
en gérant ses émotions, en les apaisant, en apaisant son stress, en s'offrant des moments de loisirs, en ayant des projets qui nous portent, des choses qui nous valorisent, eh bien, ça réduit énormément les risques de devoir compenser ça dans la nourriture, dans l'alcool ou dans n'importe quoi d'autre. Que conseillez-vous pour vaincre l'agoraphobie ? Alors, l'agoraphobie, c'est un trouble anxieux où on a peur de se retrouver dans des lieux où on pourrait difficilement s'en sortir, où ça serait difficile de trouver de l'aide ou de se mettre à l'abri si tout d'un coup il y avait un problème ou si on faisait une crise d'angoisse, par exemple. Donc finalement, ça revient à avoir peur de notre propre peur. Donc à nouveau, au travers d'une thérapie, d'aller travailler sur la gestion de l'anxiété, d'arriver à voir que c'est juste une émotion, qu'on arrive à l'apaiser, comprendre comment est-ce qu'on la crée au travers du renforcement de nos pensées, au travers de l'hyper-attention sur nos symptômes physiques. Eh bien, petit à petit, on trouve des astuces, on trouve des moyens d'apaiser nos propres émotions. Et puis, ensuite, on est capable de retourner dans des lieux publics, par exemple. Parce que l'anxiété, c'est une activation émotionnelle. Et puis, ce qui va créer une crise d'angoisse, c'est en fait à quel point est-ce qu'on va la nourrir. En étant hyper attentif à ça, parce que je suis hyper attentif tout d'un coup à une sensation d'avoir de la peine à respirer, puis après je me dis qu'il y a un problème, puis je me dis que tout d'un coup il y a mon cœur qui bat bizarrement, je me dis que je vais faire une crise cardiaque. Et puis tout ça, en fait, cette hyper-attention avec des interprétations catastrophistes, eh bien, ça fait que je pars en crise d'angoisse. Parce que l'angoisse, c'est comme une vague, elle monte, puis face à une vague, soit on cherche à l'arrêter, puis là on se prend la vague, on se fait emporter, soit on décide de surfer sur la vague. Donc on sent que l'anxiété monte, on reste avec elle, on la décrit, on peut se dire « Ah tiens, je sens ça, ah tiens, je ressens telle chose dans mon corps ». Voilà, puis de vraiment avoir une posture d'observateur, puis là ça va faire qu'on surfe là-dessus, puis finalement ça retombe. Et même les plus grosses vagues finissent au niveau 0. Donc ça se travaille avec l'hypnose, ça se travaille de plein de manières différentes. Mais après, l'anxiété, en fait, une fois qu'on arrive à la dompter, eh bien, on peut recommencer à s'exposer aux choses qui créent cette anxiété. Et parce que, par exemple, l'agoraphobie, on va commencer à éviter un maximum d'endroits. Ça peut être le bus, les supermarchés, les salles de concert, n'importe quoi. Plus on évite ces endroits, plus sur le moment ça va nous soulager, mais par contre, ça augmente l'anxiété pour la prochaine fois. Et puis ensuite, c'est plus seulement le concert, c'est le bus, etc. Ça se généralise, c'est ça qui donne des troubles anxieux généralisés. Et donc, c'est simplement en fait qu'on croit davantage notre peur que la réalité. Et donc, plus on va s'exposer à la réalité, voir que ça se passe bien, ou qu'on fait une crise d'angoisse, mais que finalement, ça ne nous tue pas, et qu'il ne se passe rien à part qu'on a un petit moment où on n'est pas bien, et après, notre cerveau, il va réapprendre qu'il n'y a rien de dangereux là-dedans. Il va arrêter de créer des alarmes pour rien. Et puis ça nous permet de retrouver notre liberté dans notre vie. Comment est-ce qu'on travaille l'estime de soi ? Superbe question. L'estime de soi, c'est la valeur qu'on se porte, ou on pourrait dire c'est la qualité de la relation qu'on a avec nous-mêmes. Donc moi, je propose toujours un exercice que j'adore, c'est imaginer que vous êtes en relation avec vous. C'est-à-dire, par exemple, là, je suis là, puis il y a mon deuxième Julien qui est tout le temps à côté de moi. Et puis ce Julien-là, j'ai intérêt à bien m'entendre avec, parce que s'il est tout le temps derrière moi en train de me dire « Ah, mais t'es moche, ah, là, t'as fait faux, ah, tu vas rater, tu fais pas assez, etc. » il va vite m'énerver. Sauf que je peux pas le virer, ce Julien-là. Donc, comment je fais pour soigner la relation avec moi-même ? Eh bien, exactement comme je soigne la relation avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire en prenant du temps pour moi, en m'accordant de l'attention, en me demandant ce dont j'ai besoin, en prenant du temps pour mes loisirs, en réservant ce temps dans mon agenda. Ça passe par mettre des limites à nos heures de travail. Ça passe aussi par plein de choses qu'on ne va plus faire, c'est-à-dire ne plus tolérer de mal se parler, de se dénigrer, de s'insulter. Parce que toutes les choses qu'on ne ferait pas à notre meilleur ami, il n'y a pas de raison qu'on se les fasse à nous.
Et donc, jamais de notre vie, on dirait à notre meilleur ami « Ah, mais là, de toute façon, tu vas rater. De toute façon, tu vas pas réussir à sortir avec cette fille parce que t'es moche. Et puis, tu vas tout échouer dans ta vie ou j'en sais rien quoi. » Par contre, des fois, on commence à se parler comme ça. Donc, ça passe aussi l'estime de soi par arrêter de tolérer, de mal se parler, de mal se traiter, arrêter de tolérer de mettre au second plan de notre vie. C'est-à-dire, nous devons être le soleil de notre vie, puis ce qui tourne autour, c'est les planètes qui tournent autour de ce soleil, c'est nos relations, notre relation de couple, notre vie professionnelle, nos loisirs. Dès le moment où on est au second plan, c'est-à-dire qu'autre chose que nous devient le centre de gravité, c'est un problème. Donc, on travaille l'estime de soi en se mettant en priorité. Est-ce que c'est dur, les études de psychologie ? Je pense que ça dépend aussi des pays. Les études sont très différentes d'un pays à l'autre. En Suisse, est-ce que moi j'ai trouvé dur ? Pas spécialement. Après, c'est toujours pareil. J'ai pas trouvé que c'était super dur parce que aussi j'ai travaillé régulièrement. J'étais à jour avec mes cours, je révisais, enfin je bossais ce qu'il fallait. Après, ce que je reprochais un peu aux études de psycho en Suisse, c'était que c'était beaucoup d'appris par cœur. Finalement, quand je regarde en arrière sur ce qu'on nous a appris à l'Uni, je me rends compte qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient fausses même, qui n'étaient pas forcément basées sur les dernières recherches en littérature. Donc ça demande de déconstruire ça. Puis surtout le gros reproche aux études, mais qu'on peut généraliser, je pense à toutes les études universitaires, c'est le manque de pratique. C'est-à-dire quand on sort des études de psycho, alors maintenant ils mettent de plus en plus de stages, mais on manque d'outils pratiques sur vraiment comment faire de la thérapie. Donc moi, j'ai vraiment dû faire ça au travers des formations annexes, de formations après l'Uni, et puis dans la pratique, évidemment. Bonsoir, dépressif et addiction à la coke font consulter un psy ou un médecin ? Alors, les deux. C'est-à-dire sûrement qu'il y aura un psychiatre. Les psychiatres, c'est surtout pour la prescription de médicaments. Après, les suivis, c'est plus souvent fait par des psychologues ou des psychothérapeutes. Les psychiatres font aussi des suivis. Donc, un psychiatre s'il y a besoin de médication. Puis autrement, je te conseille plutôt un psychologue, psychothérapeute pour un suivi sur cette problématique. Je regarde un peu, mais c'est cool, dans le chat, vous discutez entre vous, je vois qu'il y a des gens qui se filent des contacts, qui s'entraident. Ça, c'est aussi l'avantage en fait d'être présent sur les réseaux sociaux, d'avoir cette communauté qui est là, eh bien, c'est de réunir en fait des gens. Et puis, souvent, ce qui peut créer des problématiques de santé mentale, c'est l'isolement. Et souvent, quand on a des problèmes, on a l'impression qu'on est le seul. Et de pouvoir voir des gens qui souffrent des mêmes choses, qui vivent la même chose, ça peut être vraiment hyper aidant. Donc je suis content que en fait, ce compte, ça puisse être un lieu où on se retrouve aussi pour parler de ça entre vous. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute. Comme d'habitude, si vous êtes sur le podcast, sur les plateformes de podcast, mettez des évaluations, abonnez-vous, mettez des commentaires, ça m'aide énormément. Sur YouTube également. Et puis, je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.